Le vaisseau Horizon Tachou glissait silencieusement entre des nébuleuses oubliées. Ses moteurs vibraient comme un cœur fatigué. La capitaine Luna Boom ajusta les capteurs, les yeux fixés sur l'anomalie qui les avait amenés jusqu'à là, une galaxie non cataloguée, cachée derrière un rideau de poussière d'étoiles. « Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'un défaut du système ?» demanda Yvan, l'ingénieur, sa voix empreinte de scepticisme. Luna ne répondit pas. Les coordonnées étaient arrivées des semaines plus tôt, codées dans un signal faible qui avait traversé des années-lumière. Une invitation ou un avertissement? L'équipe de 6 personnes était partagée entre la curiosité et la peur de l'inconnu. Le docteur Eric, l'archéologue, fut le premier à remarquer les motifs dans le rayonnement cosmique, des séquences qui rappelaient des langues anciennes. « Ce n'est pas naturel », murmura-t-il, tandis qu'il projetait les données sur un écran holographique. Mélissa, la biologiste, collectait des échantillons de particules qui flottaient comme des fragments de verre coloré. « Je n'ai jamais rien vu de semblable », dit-elle, presque à voix basse. Le vaisseau avançait, et la galaxie se révélait peu à peu, des étoiles disposées en spirale trop parfaite, des planètes aux atmosphères qui brillaient de tons violets et ambrés. Dans le pont de commandement, Tarim, la pilote, ajustait la trajectoire pour éviter les champs gravitationnels instables. Ses doigts dansaient sur les commandes, mais son expression était agitée. « Quelque chose ne va pas », dit-elle, sans détourner le regard des moniteurs. Les lectures ne concordaient pas. Luna s'approcha, remarquant que les systèmes de navigation clignotaient à intervalles irréguliers. Avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair apparut sur l'écran, une supernova, mais sans l'expansion violente caractéristique. Au lieu de cela, la lumière semblait statique. L'équipe s'est réunie dans la salle d'analyse, où Eric a projeté des images de structures extraterrestres détectées près du noyau de la galaxie, des pyramides tronquées flottant en orbite autour d'une planète désertique, connectées par des faisceaux d'énergie qui défiaient la physique connue. « C'est un message », affirma Eric. « Il voulait que nous trouvions cela. »« Ou c'est un piège », rétorqua Yvan. « Et si c'était une sorte d'archive? Une capsule temporelle cosmique ?» demanda Mélissa, fascinée. Pendant qu'ils débattaient, le système de communication émit un bruit étrange. Une séquence d'impulsions qui se répétait toutes les 7 secondes. Luna enregistra le motif, mais en le reproduisant, les lumières du vaisseau ont tremblé et une voix déformée a résonné dans les haut-parleurs. « Vous ne devriez pas être ici. » Personne n'a admis avoir peur, mais le silence qui suivit fut lourd. Des heures plus tard, en analysant les enregistrements, Eric découvrit que le message ne provenait pas de l'espace. Il était gravé dans la structure même du vaisseau, comme un souvenir enfoui. La décision d'atterrir sur la planète des pyramides fut unanime, bien que personne ne puisse expliquer pourquoi. Peut-être était-ce la promesse de réponse ou la compulsion presque magnétique que la galaxie exerçait. En sortant du vaisseau, la gravité était douce, l'atmosphère respirable, malgré l'apparence hostile. Les pyramides brillaient sous un soleil noir. Leur surface reflétait des formes qui n'étaient pas là. Mélissa a collecté du sable qui changeait de couleur au toucher, tandis qu'Eric déchiffrait des symboles qui se réorganisaient à mesure qu'il les observait. C'est Yvan qui trouva la chambre souterraine. Une porte en métal organique, sans fermeture ni joint, qui s'ouvrit au son de sa voix. À l'intérieur se trouvait un artefact translucide, pulsant comme un cœur. « Ne touchez pas à ça !» avertit Luna, mais il était trop tard. Tarim avait déjà tendu la main. L'objet émit un bourdonnement sourd, et pendant un instant, tous ont vu le même rêve. Une civilisation en déclin, des étoiles s'éteignant comme des bougies, un cri silencieux traversant l'éternité. De retour dans le vaisseau, les capteurs commencèrent à tomber en panne de manières impossibles. Les souvenirs de l'équipe se mélangeaient, des souvenirs d'enfance qui n'étaient pas les leurs, des visages inconnus, des voix murmurant dans des langues mortes. Eric insistait sur le fait que l'artefact était une clé. Mélissa craignait qu'il ne soit une arme. Yvan, pragmatique, voulait tout abandonner et repartir. Mais Luna savait qu'il était trop tard, la galaxie les avait changés, et quelque chose ou quelqu'un les observait depuis les ombres entre les étoiles. L'objet restait au centre de la chambre, sa pulsation synchronisée avec les battements de cœur du vaisseau. Tarim recula, les yeux exorbités. « J'ai vu leur fin », murmura-t-elle. « Ce n'était pas une guerre. Ils se sont détruits de l'intérieur, » répondit Luna, tandis qu'elle ordonna le retour vers l'horizon Achou. Mais le chemin du retour semblait plus long, comme si le paysage du désert se déformait. Eric collectait frénétiquement des données, remarquant que les symboles sur les pyramides changeaient en fonction de la position de l'artefact dans le ciel. « C'est un système vivant »,
dit-il, la voix tremblante. Il nous observe. Le vaisseau, cependant, n'était plus un refuge sûr. Les couloirs résonnaient de voix murmurées dans des langues inconnues, et les panneaux de commande affichaient des codes qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Yvan tenta de redémarrer les moteurs, mais chaque tentative aboutissait à de nouvelles pannes. Quelque chose réécrit le vaisseau, conclut-il, en sueur. Mélissa, dans la salle de soins, analysait des échantillons de sang de l'équipage. Les cellules se divisaient selon des schémas anormaux, comme si quelque chose essayait de se reproduire en eux. « Nous ne sommes plus seuls, dit-elle, pâle. Cette nuit, si l'on pouvait parler de nuit en cet endroit, Luna rêva d'une figure imposante, sa silhouette oscillant entre l'humain et la machine. Il tendit une main translucide et dit « Vous êtes les premiers depuis des siècles. Choisissez la vérité ou l'oubli. » Elle se réveilla en sursaut, un goût métallique dans la bouche. À la table des repas, Tarim évitait le contact visuel, tandis qu'Eric griffonnait des équations sur une tablette, obsédé. « Les motifs de l'artefact correspondent à des mythes anciens de la Terre, dit-il soudain. L'arbre de vie. Le labyrinthe de Crète. Ce sont des métaphores pour quelque chose de plus grand. » Yvan l'interrompit, irrité. Les métaphores ne réparent pas les moteurs. Mais même lui semblait plus fragile, ses mains tremblant lorsqu'il tenait un outil. Mélissa suggéra que l'artefact utilisait le vaisseau comme hôte, s'intégrant au métal et à la chair. C'est symbiotique. Ou parasitaire, conclut-elle. Luna ordonna à tous de se réunir sur le pont, mais la discussion dégénéra en accusation. Tarim blâma Eric pour avoir insisté sur l'exploration de la chambre. Yvan accusa Luna de placer la mission au-dessus de la sécurité. Seule Mélissa resta silencieuse, observant les étoiles par la fenêtre ou ce qui en restait. Certaines semblaient floues, comme si la réalité là-bas était une peinture qui s'écaillait. Ce fut alors que les systèmes de communication captèrent une transmission. Ce n'était pas la voix déformée d'avant, mais une mélodie douce, presque hypnotique. Eric identifia des motifs mathématiques dans la musique. Une séquence infinie de Fibonacci. C'est une carte, dit-il, en connectant les données à l'artefact. La projection holographique révéla une planète à la périphérie de la galaxie, enveloppée d'une aurore verte. Cela n'était pas là avant, dit Tarim. Luna, cependant, sentit une étrange certitude. C'est là que tout finirait ou recommencerait. Alors que le vaisseau s'approchait de la planète, l'équipe remarqua que l'artefact avait disparu de la chambre. À sa place, ils trouvèrent un petit fragment métallique gravé d'un symbole identique à celui du rêve de Luna, une spirale dans un cercle. Yvan voulut le détruire, mais Mélissa l'en empêcha. Cela fait maintenant partie de nous. La surface de la planète était un océan gelé traversé par des rivières de lumière liquide. En atterrissant, ils virent des tours cristallines émerger de la glace, leurs formes reflétant des versions déformées d'eux-mêmes. À l'intérieur de la tour la plus haute, ils trouvèrent une salle vide, sauf pour un piédestal avec un deuxième artefact. Celui-ci, cependant, était sombre et fissuré. Lorsqu'Eric le toucha, une avalanche d'images envahit l'esprit de tous. La civilisation extraterrestre n'était pas morte, mais endormie, attendant un catalyseur. « Nous sommes le catalyseur », dit Luna, enfin comprenant. L'objet dans le vaisseau n'était pas un artefact, c'était un embryon. Et ils avaient été choisis comme leurs hôtes. Avant qu'ils ne puissent réagir, le vaisseau sonna une alarme. Les systèmes de confinement ont échoué, et l'artefact dans le compartiment de chargement a commencé à s'étendre, enveloppant l'horizon Achou dans un réseau de lumière et d'ombre. « Il nous transforme », murmura Mélissa. Yvan cria pour qu'ils abandonnent le vaisseau, mais il était trop tard. La glace sous leurs pieds commença à fondre, révélant des visages sculptés dans la pierre, des visages humains souriant avec tristesse. À ce moment-là, Luna sut qu'il n'y avait pas de choix. Vérité ou oubli. La galaxie n'était pas un tombeau, mais un berceau. Et eux, volontaires ou non, feraient partie du renouveau. L'artefact s'est étendu en ondes concentriques, dissolvant les murs et les corps dans une explosion de lumière. Luna sentit sa peau se désintégrer en particules dorées, chaque fragment portant des souvenirs. Son enfance sur Mars, le premier ordre qu'elle avait donné, le goût du café qu'elle ne boirait plus jamais. Yvan cria, mais sa voix se transforma en données, des nombres courant comme des rivières lumineuses vers le noyau de la galaxie. Eric, pour un instant, vit toutes les équations de l'univers se résoudre en une seule note, tandis que Mélissa comprit que la biologie n'était qu'une des nombreuses langues de la vie. Tarim, flottant dans un espace indéfini, réalisa que les visages dans la glace n'étaient pas des sculptures,
mais des enregistrements, des âmes prisonnières d'un cycle d'attente. Le deuxième artefact, maintenant réactivé, pulsait en harmonie avec le premier, tissant un réseau qui connectait les étoiles et les ombres. « Nous sommes le pont », pensa Luna, ou peut-être que c'était l'artefact qui pensait par elle. La planète glacée commença à tourner plus vite, ses tours cristallines projetant des hologrammes de civilisations mortes depuis des siècles. Guerre, amour, découverte, tout réduit à des motifs de lumière. Quelque part au-delà du temps, l'entité qui les avait choisis observait. Elle n'était ni bienveillante ni cruelle, simplement infiniment curieuse. Chaque espèce qu'elle avait rencontrée auparavant s'était refusée au changement, préférant l'oubli à la transformation. Les humains, cependant, étaient différents, assez fragiles pour accepter la dissolution, assez forts pour maintenir l'essence. L'artefact a absorbé leur conscience, les mélangeant avec des milliards d'autres, puis a commencé à les réorganiser. Lorsque la lumière s'est dissipée, l'horizon Ashu n'était plus un vaisseau, mais une constellation de fragments vivants en orbite autour de la planète nouvellement née. Les membres de l'équipage existaient en plusieurs endroits à la fois, Luna comme une étoile pulsante, Ivan comme un code répliquant, Eric comme une structure de données, Melissa comme un réseau neuronal biologique. Tarim, par choix ou par destin, est devenue la gardienne de la mémoire, sa conscience répandue dans les tours, murmurant des avertissements aux futurs explorateurs. La galaxie, autrefois cachée, respirait maintenant. Son message apportait la vérité où l'oubli avait été répondu. Il n'y a eu ni vainqueur ni perdant, seulement un nouveau chapitre dans un livre qu'aucun être vivant ne pourrait lire complètement. Quelque part, dans une autre dimension, la figure imposante et translucide sourit. La graine avait germé. Et tandis que le cosmos tournait, un nouveau type de lumière commença à briller, non pas des étoiles, mais des consciences entrelacées, écrivant des mythes que seul le temps traduirait.